ce plat de résistance. J'ai beaucoup appris avec les orateurs qui m'ont précédé. Il faut dire que la thématique s'invite aussi dans la pratique médico-légale. Hein. Déjà, cette année, nous avons eu, dans les expertises en responsabilité médicale, un cas d'hémorragie de postpartum, donc un décès, un cas de GU qui n'a pas été diagnostiqué. La patiente a été sauvée, mais elle reprochait le fait qu'il y ait eu recours à une salpingectomie et qui concernait la trempe qui était fonctionnelle chez elle, parce que l'autre trempe était bousillée. Et puis le troisième cas, oui, on a été consulté, ce n'était pas une expertise, et donc le professeur Chemsi aussi a été impliqué. C'est un cas d'asphyxie périnatale qui s'est soldé, le contentieux, c'est-à-dire il s'est soldé par 1 milliard de centimes de dommages et intérêts qui va être versé par la clinique au profit des parents. Hein. Imaginez les sommes faramineuses, surtout pour l'asphyxie périnatale, parce que vous avez un handicapé à vie, un infirme motrice cérébrale, c'est des choses bien sûr qui sont dramatiques. Bien, moi je vais intervenir sur un autre registre, celui de la déontologie. C'est un sujet qui, c'est vrai, s'invite très rarement dans les séances de formation de développement professionnel continu, mais c'est un sujet qui est pertinent pour deux raisons. D'abord, moi je vais parler uniquement des relations entre confrères, je ne vais pas aborder les relations avec les patients, autres thématiques de la déontologie médicale, mais déjà pour les relations entre confrères, on constate que ces relations ne sont pas au beau fixe. Il y a une détérioration de plus en plus marquée. Les réseaux sociaux, peut-être, aussi des comportements entre confrères qui ne sont pas du tout respectueux de la déontologie. Tout ça y est pour quelque chose. La pertinence aussi, c'est parce que il y a eu l'année dernière adoption d'un nouveau code de déontologie médicale par l'Assemblée générale des conseils, qui est l'organe décisionnel, on va dire, au niveau de l'Ordre national des médecins. Et donc, pour la première fois, il y a eu adoption d'un code de déontologie qui n'a pas bougé, qui n'a pas été modifié depuis 1953. Vous imaginez? Et donc, il est grand temps un peu qu'on fasse un peu étalage des nouvelles dispositions de ce code. Et c'est, on va dire, la première sortie dans ce sens-là devant un public de médecins. On n'a pas trop communiqué. J'étais bien sûr membre du Conseil national de l'Ordre des médecins dans le mandat précédent. On n'a pas trop communiqué, c'est vrai, sur le code de déontologie, bien qu'il y a eu des consultations qui ont été faites avec les conseils régionaux et par l'intermédiaire des conseils régionaux avec la base, on va dire, des médecins, mais on n'a pas communiqué beaucoup sur le nouveau code de déontologie qui n'est pas encore publié dans le bulletin officiel, mais il faut savoir, je viendrai pour le dire tout à l'heure, que le code de déontologie, c'est une affaire de médecins, ce n'est pas une affaire de législateurs. Ce sont les médecins qui adoptent leurs propres règles professionnelles. Le code de déontologie est adopté par le Conseil national de l'Ordre des médecins et il est publié dans le bulletin officiel par le ministre de la Santé. Donc, c'est une expression de l'autorégulation médicale. Les professionnels, ce sont eux qui décident de... On n'arrive pas à avancer, alors ça avance ici, mais pas là. C'est avec la flèche. D'accord. Ouais. Voilà, donc, comme introduction, la déontologie, ça vient de l'étymologie déontos logos, ce qu'il faut faire, la science de ce qu'il faut faire, la science des devoirs. Donc, c'est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin doit observer. Donc, il s'inspire lors de l'exercice de ses fonctions. Bien que le terme de déontologie est récent, il date du 19e siècle, mais depuis la nuit du temps, en fait, la corporation des médecins a fixé ses propres règles
Le sermon d'Hippocrate, d'ailleurs, est une expression, peut-être pas la plus ancienne, mais l'une des plus anciennes de la déontologie médicale, qui date donc du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et les valeurs de la déontologie sont encore actuellement valables dans le monde actuel de l'exercice médical. Alors, bon, je passe rapidement sur le sermon d'Hippocrate et sur... Aussi, on cite beaucoup la prière de Maïmonide, de Moussa ibn Maïmoun. C'est un juif, un médecin juif qui a vécu à Cordoue, Cordoba, 12e siècle. Il a vécu un certain temps aussi à Fès avant de finir en Égypte. Et cette prière, qui est souvent accrochée dans les tableaux des cabinets de médecins, elle est vraiment très valable encore à ce jour. Je vais quand même la lire, mais très rapidement, parce qu'elle est très intéressante. Mon Dieu, remplis mon âme d'amour pour l'art et pour toutes les créatures. N'admets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice de mon art, car les ennemis de la vérité et de l'amour des hommes pourraient facilement m'abuser et m'éloigner de notre noble devoir de faire du bien à tes enfants. Bon, à tes enfants parce que c'est un juif, donc les sujets, on va dire les hommes sont les enfants de Dieu pour lui. Alors, soutiens la force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir le pauvre et le riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais. Fais que je ne vois que l'homme dans celui qui souffre, donc pas la poche, pas l'argent. Fais que mon esprit reste auprès du lit du malade et qu'il ne soit distrait par aucune chose étrangère, le portable par exemple, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la science lui rendent et sublimes sont les recherches scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes les créatures. Déjà une ode pour la recherche scientifique. Fais que mes malades aient confiance en moi et mon art pour qu'ils suivent mes conseils et mes prescriptions. Éloigne de leur lit les charlatans, l'armée des parents aux 1000 conseils et les gardes qui savent toujours tout, car c'est une engeance dangereuse, c'est-à-dire une secte dangereuse, qui, par vanité, fait échouer les meilleures intentions de l'art et conduit souvent les créatures à la mort. Et des choses qui sont vraiment très véridiques. Si les ignorants me blâment et me raillent, fais que l'amour de mon art, comme une cuirasse, me rende invulnérable, pour que je puisse persévérer plutôt dans le vrai, sans égard au prestige, au renom et à l'âge de mes ennemis. Prête-moi, mon Dieu, l'indulgence et la patience auprès des malades entêtés et grossiers. Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans mon amour de la science. Éloigne de moi l'idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes connaissances. Incitation au développement professionnel continu. Je peux aujourd'hui découvrir dans mon savoir des choses que je ne soupçonnais pas hier, car l'art est grand, mais l'esprit de l'homme pénètre toujours plus avant. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment qui est encore d'actualité. Alors, pour revenir au code de déontologie, donc c'est une mission de l'Ordre national des médecins, et il va être édicté par décret. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelques petits changements dans la mouture actuelle, parce qu'il faut attendre aussi l'avis du secrétariat général du gouvernement, du ministère de la Santé. Est-ce qu'il n'y a pas de dispositions qui sont contraires à la Constitution déjà, ou à d'autres lois existantes? Donc, je passe sur... Alors, l'actuel projet du code de déontologie, je le mets toujours en projet. Alors, il y a tous les devoirs classiques, les devoirs généraux, relations avec les patients, les relations avec les confrères, et puis aussi quelques dispositions concernant certains modes d'exercice particuliers, en plus de dispositions diverses. Alors, moi, je vais aller directement aux devoirs, ou plutôt aux relations entre confrères, lues à travers les différents devoirs qui sont inscrits dans le code de déontologie. D'abord, les devoirs généraux des médecins. Alors, il y a une disposition qui est importante et qui, assez souvent, est source, l'irrespect de cette disposition est source de tension entre les collègues, la liberté de choix par le patient. Alors, ça implique quoi? Ça implique qu'un patient qui veut changer de médecin traitant, le médecin traitant, il doit faciliter
la continuité de la prise en charge. Il ne doit pas garder le dossier du patient comme une sorte de représailles. Tu veux changer? Allez, tu changes. Mais le dossier, il est là, les documents, les radios, etc. Tout est gardé dans le cabinet médical. Non, le médecin doit transmettre au nouveau médecin traitant les informations et documents utiles à la continuité des soins. Dans les devoirs généraux, toujours, il y a pas mal d'articles qui concernent la publicité et la communication avec le public. Alors déjà, il y a la participation des médecins dans les activités médiatiques. Là aussi, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire il y a des médecins qui s'accaparent les médias, certaines émissions, ils sont toujours là, ils font du racolage, du rabattage de patients. Et pourquoi alors ça ne profite pas à d'autres médecins, à tous les médecins, ils n'ont pas aussi accès à l'antenne. Donc il y a beaucoup de tensions par rapport aux apparitions médiatiques des médecins. Alors, ce qui est prévu dans le projet du Code de déontologie, c'est que quand un médecin apparaît, pour une raison ou pour une autre, dans les médias, eh bien, il doit observer les règles de discrétion et de prudence. Alors, discrétion, ça veut dire qu'il ne doit pas essayer de se montrer quelqu'un qui a des connaissances pointues dans certaines techniques, certains qui ont les meilleurs résultats thérapeutiques avec certaines techniques. Donc c'est ça, la discrétion, c'est de donner de l'information à caractère pédagogique, à caractère éducatif, sans se montrer au premier plan, sans mettre sa personne au premier plan. Règles de discrétion et de prudence, information d'ordre général. Il ne faut pas aller dans les particularités, les dernières nouveautés thérapeutiques, là où c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, rentré dans ce qui est acquis dans la science. Pas d'attitude publicitaire, pas de faux espoirs. Il ne faut pas dire, par exemple, pour cette maladie, on a des résultats qui sont très satisfaisants, alors qu'en fait, la survie à 2 ans, par exemple, dans des cancers, c'est uniquement 20%, parce que les patients ne savent pas. Les gens, ils vont se dire, voilà, ce médecin, il dit que ce cancer, il est traité facilement dans son centre, eh bien, ils vont aller voir ce médecin, alors que la réalité est tout autre. Donc, il ne faut pas être marchand de rêves, il ne faut pas donner de faux espoirs, il faut être réaliste. Pas de rabattage de patients. Dès que je te prends en off, tu passes en off après. Non, il ne doit pas y avoir du off. On passe en on, on reste en on. On ne dit pas, bien sûr, ça c'est évident, même les journalistes le savent, on ne donne pas l'adresse, bien sûr, on ne donne pas le numéro de téléphone du médecin, mais aussi, il ne faut pas, c'est-à-dire donner la possibilité aux auditeurs de rejoindre le médecin une fois l'émission terminée. Parce que c'est ça, le racolage des patients. C'est le rabattage, c'est interdit. Et puis, si un médecin devrait avoir c'est-à-dire il doit apparaître dans une émission d'une manière régulière, il n'y a pas de problème, c'est possible. Il n'y a pas de souci, mais il doit y avoir un contrat établi entre le médecin et l'organisme de presse, que ce soit de la presse audiovisuelle, électronique ou en papier, peu importe. Mais s'il y a une collaboration régulière avec un médecin, il doit y avoir un contrat pour savoir d'abord de quoi il s'agit, quel type d'information va être donné. Il n'est pas question que le médecin, dans son activité médiatique, commence à faire de la consultation, de la téléconsultation. C'est interdit, parce que consultation, il faut y avoir un patient, il faut un examen, etc. Chose qui n'est pas possible dans ces activités médiatiques. Les informations sur les procédés nouveaux. Alors pour le grand public, pas avant que ces procédés n'aient démontré leur efficacité et leur innocuité. Démontrer leur efficacité et innocuité, c'est tout simplement avoir l'autorisation de mise sur le marché. Donc un médecin ne peut pas promettre, par exemple, des résultats probants avec une technique, alors que cette technique-là n'a même pas l'autorisation pour qu'elle soit utilisée. Un médicament, par exemple, ou
Ça peut être pas seulement des médicaments, ça peut être un régime alimentaire, ça peut être beaucoup de choses. Alors, l'usage du nom et de la qualité de médecin, le médecin ne doit pas utiliser de pseudonyme, le guérisseur, etc. Non, pas de pseudonyme. Il y a nom, prénom et bien sûr spécialité. Et pas d'usage de son nom à des fins publicitaires par les organismes avec qui il collabore. Un médecin, il peut collaborer avec certains organismes. Mais ces organismes-là, ils ne doivent pas utiliser le nom du médecin pour se mettre en avant dans un cadre publicitaire. Par exemple, vous avez des sociétés de vente de matériel. De vente de matériel. Et par exemple, pour dire que leur matériel marche bien, il fonctionne bien, ils disent que ce matériel il est utilisé par tel sommité, professeur par exemple, etc. Non, ça c'est l'utilisation du nom de médecin à des fins publicitaires, c'est interdit. Et lorsqu'il y aura des sanctions, le code de déontologie n'a aucune emprise sur l'organisme. Il n'a que l'emprise sur le médecin, c'est-à-dire qu'il va être traduit dans le conseil de discipline, c'est-à-dire dans les instances disciplinaires de l'ordre. Le renoncement au procédé publicitaire, pas de promotion tapageuse d'un traitement ou d'un appareil. Par exemple, PRP, voilà, ça, on a des résultats, 90% de bons résultats avec tel appareil. Non, ça c'est de la promotion tapageuse, c'est interdit. Pas de rabattage de patients. Le rabattage, les flyers envoyés, par exemple, dans les boîtes à lettres ou distribués par ceux qui ont des patins à roulettes dans les carrefours et qu'ils donnent donc aux automobilistes. Voilà, ouverture d'un cabinet médical, voilà, et peut-être aussi 50 dirhams la consultation le vendredi, des choses comme ça. Ça, c'est du rabattage. Ça, c'est du rabattage de patients, c'est interdit. Alors, l'utilisation de sites Internet par les médecins, c'est permis, il n'y a pas de souci. Un médecin peut utiliser un site Internet, avoir sa page Facebook professionnelle, il n'y a pas de souci, c'est permis. Mais il y a des règles déontologiques qui s'appliquent, bien sûr, les mêmes règles que nous avons vues. Il ne doit pas y avoir d'utilisation d'un pseudonyme, là aussi. Et il ne doit pas y avoir aussi utilisation de la dénomination de spécialité. Par exemple, un médecin ne peut pas avoir comme dénomination du site, par exemple, chirurgienesthétique.com ou médecinelégale.ma. Je ne suis pas représentant de la spécialité. Je ne suis pas toute la spécialité. Alors, vous mettez, et c'est aussi dans le projet du code de déontologie, il faut absolument que la dénomination du site comprenne le nom, le prénom du médecin. Après, bon, on peut mettre ce qu'il veut. Mais le nom, prénom, et pas l'utilisation de la spécialité. Alors, il ne doit pas y avoir obligation pour un visiteur du site à ce qu'il s'identifie pour qu'il accède au contenu, parce que s'il doit s'identifier, eh bien, il sera facile après de l'appeler, etc. Donc, de faire, là aussi, du racolage et du rabattage. Et il ne doit pas y avoir de lien vers des sites commerciaux. Le site professionnel, il ne doit pas faire des renvois vers des sites commerciaux, par exemple de sites de pharmacie ou de sites de vendeurs de matériel paramédical, du matériel paramédical, etc. Parce que ces connexions, eh bien, elles vont faire en sorte que ce n'est plus l'intérêt du patient qui va primer, mais c'est plutôt l'intérêt de faire vendre du matériel par une société, et la plupart du temps, c'est contre ristourne, il y a des commissions, etc. Alors, on peut faire des liens vers des sites, par exemple, des sites du ministère de la Santé, des sites centres anti-poison, quelque chose comme ça, oui, il n'y a pas de souci, mais les sites commerciaux, non. Alors, la médecine n'est pas un commerce, c'est tout un chapitre, là aussi, dans le code de déontologie. Interdiction de tout aménagement ou signalisation dans les locaux professionnels leur donnant une apparence commerciale. Par exemple, un grand écran devant la devanture du cabinet où il y a des messages qui passent, etc. Ça, c'est une apparence commerciale donnée au cabinet médical. Et aussi, ce qui se passe à l'intérieur du cabinet, il ne doit pas y avoir
des messages publicitaires qui passent. Interdiction d'exercer dans des locaux commerciaux. D'ailleurs, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir l'autorisation d'ouvrir un cabinet. Alors, on ne peut pas ouvrir, par exemple, un cabinet dans la galerie d'un centre commercial. Impossible. Hein, ça peut se faire pour une pharmacie, ça peut pas se faire pour un cabinet médical. Et pourtant, il y a quand même une grande clientèle potentielle à avoir dans de grands centres commerciaux pour les médecins. Mais c'est interdit parce que sinon, on est dans le commercial. On est dans l'exercice de la médecine comme d'un commerce. Interdiction de vendre des produits de santé. Ça, c'est classique, bien sûr. Alors, toujours dans les devoirs généraux, moi, j'ai recueilli ici uniquement les devoirs dont l'irrespect entraîne souvent des conflits entre collègues. Alors, la dichotomie qui est définie comme la connivence d'intérêts des médecins entre eux ou des médecins avec d'autres professionnels. Alors, différentes formes de dichotomie, par exemple, le partage d'honoraires entre médecins et non-médecins. Le médecin généraliste envoie au chirurgien son patient et en échange, il obtient une commission donnée par le chirurgien sur sa note d'honoraires. C'est un partage d'honoraires qui ne dit pas son nom. C'est une commission, une ristourne, et donc c'est quelque chose qui est interdit déontologiquement. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que généraliste, je ne vais plus adresser mes patients vers le chirurgien le plus compétent, mais vers le chirurgien qui donne la meilleure commission. Et donc, ce n'est plus l'intérêt du patient qui est visé, c'est mon intérêt personnel. Et la même chose quand on envoie le patient dans un laboratoire d'anapathie ou dans un laboratoire de radiologie, dans un centre de radiologie, où on lui demande d'aller acheter le matériel paramédical dans telle enseigne et pas dans telle autre, etc. Ce dirigisme-là, il y a souvent donc des commissions, des ristournes qui sont faites et c'est contraire aux intérêts du patient. Partage d'honoraires entre médecins et non-médecins, sauf s'il y a une association, donc une société civile professionnelle, où il y a mise en commun d'honoraires. Il y a, par exemple, dans des cabinets de groupe, par exemple les centres de radiologie, les médecins qui exercent la même spécialité, c'est une obligation, doivent exercer la même spécialité, ou alors tous la médecine générale, ils peuvent faire un partage d'honoraires. C'est-à-dire que chacun, il ne va pas toucher les honoraires de son patient, mais ils vont partager à la fin. Tout va être d'abord placé dans une caisse, et puis à la fin, il y aura un partage des honoraires en fonction des apports de chaque médecin dans la société, et bien sûr en tenant en considération les frais, les charges communes pour la gestion du cabinet ou du centre. Et alors, il peut y avoir effectivement un partage d'honoraires. Mais sinon, la règle, c'est que chaque médecin, il doit établir sa note d'honoraires séparément. Alors, le compérage, pour contourner la mise en commun d'honoraires ou pour solliciter les patients. Compérage. Par exemple, nous sommes dans un centre de radiologie, nous sommes par exemple 3 radiologues, il y a un patient qui arrive, il a besoin d'un scanner, et alors moi, radiologue, j'ai demandé à la secrétaire que si jamais il y a un patient qui arrive, qu'elle me le mette dans la vacation de jeudi, parce que c'est moi qui fais les scanners le jeudi. Ça, c'est du compérage. En fait, il y a un ta'amur entre moi et la secrétaire pour léser mes deux associés, les deux autres associés. Donc, il ne doit pas y avoir de compérage. L'accroissement illicite de la clientèle, là aussi, quand on remplit un mandat électif ou politique. Par exemple, moi, disons, par exemple, lorsque j'étais membre du Conseil national, je pourrais utiliser cette étiquette. Est-ce que je pourrais utiliser cette étiquette pour accroître la clientèle? Bon, j'ai le droit de la mettre dans mon papier en tête, etc. Mais je ne dois pas en faire une publicité pour attirer de la clientèle. Le mandat électif ou politique, bon, ça c'est un exemple simple, mais bon, il y aura des exemples plus élaborés. Un médecin qui est en même temps un conseiller dans une commune. Alors, il pourrait aussi utiliser son titre de conseiller pour attirer de la clientèle.
c'est possible. Participation à des caravanes. Je participe dans une caravane, par exemple de dépistage, et une fois le patient dépisté, je lui dis, faut passer au cabinet médical, voilà, à l'adresse suivante. Ça, c'est du racolage aussi, c'est un accroissement illicite. Il est dit illicite. Alors, je dépiste, il doit y avoir, avant même le lancement de la caravane, et maintenant c'est prévu aussi dans le code de déontologie, qu'avant toute caravane, il doit y avoir un visa du conseil régional et aussi une autorisation de l'administration, pour qu'il y ait justement une programmation du suivi de la caravane. Qu'est-ce qui va se passer après la caravane? Où est-ce que les patients qui nécessitent par exemple une intervention chirurgicale, où est-ce qu'ils vont être référés? Ceux qui nécessitent des soins au continu, où est-ce qu'ils vont être référés? Il ne faut pas que ça soit, bien sûr, vers ceux qui ont participé à la caravane, sinon il y a accroissement illicite de la patientèle. Complicité d'exercice illégal de la médecine. Par exemple, lorsque j'autorise, moi, un médecin, un FFI, par exemple, c'est le cas de le dire, un 6e année, qui n'a pas validé encore ses cliniques, ou même quelqu'un qui a validé les cliniques, mais qui n'a pas la licence de remplacement, et je lui demande de me remplacer pendant des durées assez longues dans mon cabinet médical. Ou carrément, je lui fais gérer mon cabinet médical. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui peut être considéré comme une complicité d'exercice illégal, parce que celui qui va exercer illégalement la médecine, c'est ce FFI ou ce médecin en fin de formation, mais qui n'a pas les autorisations pour pratiquer le remplacement, et c'est lui qui exerce illégalement. Et moi, je suis son complice, parce que je lui ai permis cet exercice illégal. Les honoraires. Alors, on a dit que les honoraires doivent être élaborés distinctement par tous les médecins qui ont collaboré pour la prise en charge. Par exemple, dans une facture de clinique, on doit trouver les honoraires de l'anesthésiste, par exemple, les honoraires du chirurgien, les honoraires des autres médecins qui ont vu le il ne faut pas qu'il y ait une seule note d'honoraire établie par exemple, le chirurgien qui a opéré le patient, et à l'intérieur de cette note, en fait, il va y avoir un partage, on ne sait pas sur quelle base et comment ça va se faire, avec tous les autres médecins qui ont aidé à la prise en charge du patient. Il ne doit pas y avoir d'abaissement des honoraires d'un but de concurrence et pas de procédé de réclame. C'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure, les consultations à 50 dirhams, et c'est diffusé par des flyers, par même peut-être quelque chose qui est à la porte du cabinet ou dans la devant du meuble, etc. Ça, c'est un abaissement illicite. Là, en aucun cas, l'abaissement ne doit être inférieur au moins à la tarification nationale de référence. Bien qu'elle est faible déjà. 80 dirhams pour la consultation en médecine générale et 150 dirhams pour la consultation spécialisée. Il ne doit pas y avoir, parce qu'il se peut qu'un médecin soit bien nanti, il a une situation personnelle assez confortable, mais la survie des autres médecins veut qu'il y ait un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Bon, maintenant, un médecin, il peut donner gratuitement ses soins, il n'y a pas de souci. Mais un médecin, vous ne pouvez pas accepter qu'un collègue qui est installé juste à côté, il brade les consultations à 30 dirhams, par exemple. C'est de la concurrence déloyale. Bon, déloyale, pas au sens juridique du terme, mais au sens déontologique du terme. Donc, la mise en commun, on en a parlé. Alors, en cas de rétribution forfaitaire, alors, il y a des médecins qui peuvent être payés à la vacation. Normalement, ce qui doit être privilégié, c'est le paiement à l'acte. Mais on accepte que, pour certaines spécialités, par exemple, médecin anesthésiste réanimateur, il peut être payé, par exemple, à la garde. Il fait une garde et il est payé. Qu'il fasse un seul patient ou qu'il fasse 50 patients, il va être payé à la vacation. Mais en aucun cas, il devrait y avoir une modulation de la vacation en fonction, par exemple, des prescriptions d'examens complémentaires qu'il pourra être amené à faire. Par exemple, moi, directeur de la clinique, je ne peux pas dire
par exemple, tel anesthésiste réanimateur, écoute, je te donne pour la garde du week-end 2000 dirhams, mais si tu me prescris 10 scanners durant cette garde, eh ben, je te donnerai un pourcentage des scanners qui ont été prescrits. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette attitude? C'est qu'il va y avoir des prescriptions inutiles, des prescriptions dans un esprit de lucre, ce qui est aussi antidéontologique. Donc, il ne doit pas y avoir une subordination de l'activité professionnelle aux intérêts financiers de l'organisme, c'est-à-dire du chef de la clinique, etc. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors oui, et la rétribution ne doit pas être inférieure aux revenus correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Alors c'est une disposition qui a été faite pour éviter qu'il y ait des directeurs de clinique qui exploitent, hein, avec ce terme-là, qui exploitent certains médecins, surtout les jeunes, qui sont la plupart du temps dans le besoin, en démarrage, etc. Alors il doit y avoir un minimum. C'est pourquoi ces vacations aussi, si c'est une collaboration régulière, il doit faire l'objet d'un contrat qui doit être visé par le conseil régional pour voir est-ce que cette vacation respecte quand même la dignité du médecin, hein, en termes bien sûr de rétribution, la dignité du médecin. Alors, dans les relations avec les confrères, c'est un grand chapitre, les devoirs de confraternité. Donc, on insiste sur les rapports confraternels, sur l'assistance mutuelle dans l'adversité. Par exemple, lorsque un médecin il est dans le besoin, il est dans une impasse, il est de bonnes règles aussi de lui venir en aide. C'est une aide qui doit être organisée, bien sûr, je dirais par le conseil, hein, tout entier, par une association, par un syndicat, etc. Mais aussi, c'est une aide qui peut être apportée individuellement. Interdiction de la diffamation. Il ne faut pas, bien sûr, tenir des propos calomniants à un médecin, et il ne faut pas aussi colporter des propos qui font des médisances, qui expriment de la médisance d'un médecin. C'est-à-dire colporter, c'est-à-dire faire écho, c'est-à-dire vous diffusez, hein, transférer, hein, dans les réseaux sociaux des propos qui ont été tenus par quelqu'un d'autre, mais vous en faites une diffusion, donc vous participez à cette diffamation d'une manière indirecte. C'est quelque chose qui est interdit. Soutien aux jeunes confrères, hein, surtout dans le cadre du compagnonnage. Il y a des formes aussi de soutien aux jeunes confrères qui sont prévues par la loi 131-13, par exemple le médecin collaborateur, le médecin assistant. En fait, ce sont des types d'exercices médicaux qui sont dirigés justement vers les jeunes médecins. Pas de polémique publique en cas de dissentiment professionnel. S'il y a un désaccord entre deux professionnels, qu'il soit un désaccord professionnel, c'est-à-dire sur quelque chose qui est en rapport avec des attitudes médicales. Par exemple, vous avez, dans la médecine, vous avez des écoles. Vous pouvez avoir des partisans d'une école et d'autres médecins qui sont des partisans d'une autre école. Alors, lorsqu'il y a un désaccord, il ne faut pas que cela soit porté devant le grand public, parce que cela va semer la zizanie dans l'esprit des gens et il va discréditer et décrédibiliser la profession tout entière. Donc, ces polémiques professionnelles doivent être réglées dans des séances, dans des réunions entre professionnels. Chercher une conciliation en cas de différend. Alors ça, c'est aussi une règle déontologique, mais qui n'est pas très gardée à l'esprit des gens. Par exemple, en France, il n'est pas possible qu'un confrère aille en justice contre un confrère, contre un autre médecin, avant de passer par une instance de conciliation, avant de tenter une conciliation. Il faut d'abord passer par la voie de la conciliation, et en cas d'échec de la conciliation, à ce moment-là, on peut aller en justice. Et cela est valable pas seulement dans les différends qui sont en rapport avec
c'est-à-dire des problèmes, par exemple, de passion, de racolage, etc. Mais c'est valable aussi lorsqu'il y a un problème entre associés dans une clinique. Avant de saisir la justice, ils doivent passer par les instances du conseil régional pour tenter une médiation. Et ce n'est qu'à devant l'échec de cette médiation qu'on peut aller en justice. Voilà. Pas de détournement de clientèle. On va voir les formes de détournement de clientèle, justement, lorsqu'il s'agit d'une collaboration autour d'un patient. Alors, bien sûr, l'information doit être mutuelle entre tous les médecins qui collaborent à la prise en charge d'un même patient. J'ai besoin d'un bilan radiologique, eh bien, je dois donner tous les éléments qui sont à même pour le radiologue d'effectuer son examen dans les règles de l'art. Je ne dois pas lui cacher quelques informations qui peuvent lui être utiles dans l'interprétation de son bilan radiologique. Alors, l'appel à un consultant pour un avis qualifié à la demande du médecin, du patient ou un entourage, si par exemple un patient demande un deuxième avis, le médecin il doit lui faciliter ce choix. Il peut même lui conseiller celui qui va donner ce deuxième avis. Il peut lui donner un nom. Le médecin lui-même, s'il estime que quelque chose dans la prise en charge relève soit d'une spécialité, soit même au sein de la même spécialité, d'une surspécialité, eh bien, il doit justement proposer au patient d'aller chercher cet avis qualifié. Alors, si un médecin consultant, c'est-à-dire moi, on m'a référé un patient pour que je donne mon avis, eh bien, je ne dois pas saisir cette occasion pour devenir le médecin traitant de ce patient. Une fois l'avis donné, je dois renvoyer le patient à son médecin traitant. Donc, réorientation du patient par le médecin consultant, par le médecin consultant à son médecin traitant, si les soins sont de la compétence de ce dernier. Donc, par exemple, un généraliste m'a adressé, moi en tant que chirurgien, il m'a adressé son patient pour qu'il soit opéré. Je l'ai opéré. Première consultation après l'intervention, bon, tout rentre en ordre. Il n'y a aucune raison pour que je garde ce patient parmi ma patientèle, si le suivi pourrait être correctement assuré par le médecin traitant généraliste. Oui. Ah ben, s'il tient, ça veut dire qu'il a changé ici de médecin traitant. Donc, s'il veut changer de médecin traitant, bien, il est libre. Mais moi, je parle de la situation où le médecin, c'est lui qui donne des rendez-vous, donc qui continue la prise en charge, à non plus finir. Information du médecin traitant du patient en cas de son hospitalisation ou d'une prise en charge urgente par un autre médecin. Supposons qu'un patient est arrivé à mon cabinet, je ne suis pas son médecin traitant, mais il a une situation urgente. Je l'ai pris en charge. Alors, je dois rédiger un compte rendu à l'attention de son médecin traitant qui rend compte de ce que j'ai fait, ce que j'ai constaté, ce que j'ai fait, etc. Mais je ne dois pas saisir l'occasion pour devenir le médecin traitant de ce patient. Si, par exemple, le patient a été hospitalisé dans un hôpital public ou privé, peu importe, là aussi, les médecins hospitaliers doivent établir un compte rendu à l'adresse du médecin traitant du patient. Voilà, donc pour aller un peu plus vite, alors il y a des formes, comme je l'ai dit, d'exercice libéral en collaboration prévues par la loi 131-13. Ce sont de nouveaux modes d'exercice médical. Le médecin collaborateur libéral. Ça, c'est innovant. Je crois qu'il n'y a pas encore d'exercice sous cette forme de médecin collaborateur libéral. Mais sachez que maintenant, en France, c'est le premier mode d'installation des jeunes médecins. Un jeune médecin, lorsqu'il s'installe pour la première fois, eh bien, la plupart du temps, c'est sous cette forme. Alors, ça veut dire quoi, le médecin collaborateur libéral? Ça veut dire que moi, je suis jeune, ce n'est pas une association en fait, je vais collaborer avec un médecin en pré-retraite la plupart du temps, déjà installé, il est en pré-retraite. En pré-retraite, il se fatigue un peu, il ne peut pas assurer les 8 heures ou les 12 heures de consultation par jour, il a besoin peut-être de certains jours de repos, etc. Et en même temps, il doit préparer la relève de son cabinet. Il va devoir céder son cabinet un jour. Alors, vous avez de l'autre côté un médecin jeune qui n'a pas suffisamment d'argent
donc de moyens pour s'installer à son propre compte. Il veut encore, on va dire, s'habituer, s'acclimater un peu avec la gestion d'une entreprise, parce qu'un cabinet, c'est une entreprise. Et donc, chacun, il trouve son compte dans cette collaboration. Et dans cette collaboration, eh bien, le médecin collaborateur, c'est-à-dire le jeune médecin, il peut soit toucher une somme pour chaque consultation, somme fixe pour chaque consultation, comme il peut participer à la gestion du cabinet, c'est-à-dire en versant une portion fixe des charges de gestion du cabinet. Il y a différents montages financiers qui peuvent être faits. Mais dans la collaboration médicale, initialement, le médecin collaborateur, il traite les patients du titulaire du cabinet, mais après un certain temps, il aura sa propre clientèle. Il aura sa propre clientèle donc à gérer. Et puis vous avez le médecin assistant, là c'est pour des durées qui sont limitées, donc ça ne dépasse pas 3 mois par an. Un médecin par exemple peut être provisoirement, on va dire, malade, maladie chronique, etc. Et donc il a besoin d'une assistance. Ou par exemple une femme enceinte aussi, c'est une bonne situation, on va dire, pour le médecin assistant. Donc il va s'adjoindre à un médecin assistant. Ce n'est pas un médecin remplaçant, c'est un médecin assistant. C'est-à-dire, médecin remplaçant, quand il y a un médecin remplaçant, le médecin titulaire doit disparaître. Il ne doit pas rester dans le cabinet. Il ne peut pas dire je suis un médecin remplaçant et le médecin remplacé est toujours en activité. Il doit céder son cabinet au médecin remplaçant. Alors, médecin remplaçant, vous savez, il y a aussi des exercices en commun, le cabinet de groupe, c'est prévu dans la loi 131-13. Alors, rapidement, pour l'exercice de la médecine à titre privé, alors il y a certaines dispositions qui sont importantes. Un spécialiste ne doit exercer que les actes qui relèvent de sa spécialité, alors qu'un médecin généraliste a l'omnivalence du diplôme. Et le médecin généraliste, il peut traiter toutes les pathologies, pourvu qu'il soit compétent pour le faire. Et la compétence, elle peut être acquise par des DU, donc des cycles de formation continue, par des stages, etc., etc. Mais ça doit être prouvé. Mais sinon, un médecin généraliste, il a l'omnivalence du diplôme, alors que le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes qui relèvent de sa spécialité et il ne doit pas faire de la médecine générale. Alors, il y a des indications, bien sûr, qui doivent être portées sur les plaques professionnelles, sur les cachets, les annuaires, etc., les mensurations des plaques professionnelles. On ne peut pas mettre une grande banderole qui prend toute la devanture de l'immeuble. Donc, il y a des limites à respecter. Des conditions d'exercice sur plusieurs sites. Un médecin, il peut avoir un cabinet secondaire, mais dans des conditions très particulières. Bien sûr, il faut qu'il y ait l'accord du conseil régional. L'interdiction de la médecine foraine, sauf dans les campagnes, les caravanes médicales, etc. Mais un médecin, il ne doit pas faire de la médecine itinérante. Et le respect de l'indépendance dans les contrats avec un établissement de santé, quel que soit le contrat établi avec un établissement de santé, une clinique par exemple, il faut qu'il y ait cette indépendance prévue dans le contrat médical. Alors, quelques règles aussi pour certains modes d'exercice de la médecine du travail. Le médecin du travail ne doit pas faire du curatif. Il ne doit pas utiliser, par exemple, il y a des médecins du travail qui ont des cabinets médicaux. Normalement, ils ne devraient pas faire de la médecine générale, mais ils mettent médecine générale, ils ont un diplôme de médecine du travail, une spécialité de médecine du travail. Il ne doit pas y avoir un accroissement de clientèle par le biais des soins préventifs qu'ils livrent dans une entreprise. Ils ne doivent pas, par exemple, demander aux salariés de l'entreprise, lorsqu'ils tombent malades, de venir le voir dans son cabinet. Ou alors la famille de ces salariés, de les accueillir dans son cabinet.
La coopération avec le médecin traitant est importante. Là, pour la médecine de contrôle et la médecine d'expertise. Médecine de contrôle, c'est par exemple les médecins contrôleurs de la CNSS, des compagnies d'assurance. Alors, il y a aussi des frictions entre ces médecins et les médecins traitants. Les médecins de contrôle, les médecins experts ne doivent pas s'immiscer dans le traitement. Ils ne doivent pas s'ingérer dans le traitement fait par le médecin traitant. Ils ne doivent pas, par exemple, dire au patient « Non, ça, ce médicament n'est pas utile, cette intervention était superflue, etc. » Ce n'est pas de leur rôle de s'ingérer dans le traitement entrepris par leurs collègues. Ils peuvent bien sûr décider, donner un avis médical qu'ils vont adresser à leur administration en disant que telle prescription n'a pas à être prise en charge. C'est possible, s'ils estiment que c'est une prescription superflue. Par exemple, le patient a bénéficié d'une NFS le mois dernier, une autre NFS quelques mois auparavant. Il n'a aucune condition médicale qui oblige à répéter une autre NFS. Un médecin contrôleur de la CNSS ou de la CNOPS ou d'une compagnie d'assurance peut dire, moi, cette NFS, je ne la rembourse pas. Hein? C'est à ça que ça sert le contrôle médical. Mais ils n'ont pas à dire ça aux patients, dire, voilà, ça c'est une prescription qui est superflue, etc. Pas d'abus de fonction ou de cumul de fonctions. Un médecin contrôleur ne doit pas se transformer en médecin traitant pour le même patient. Un médecin expert aussi ne doit pas se transformer aussi en médecin traitant. Transmission sous pli confidentiel et avec l'assentiment du patient ou de son ayant droit des données médicales strictement nécessaires au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux par le patient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, le médecin contrôleur, il a besoin d'informations médicales pour valider une prise en charge, c'est-à-dire pour la faire rembourser, eh bien, je dois lui adresser les éléments, les données médicales sous pli confidentiel à son attention, obligatoirement. Ça ne doit pas traîner comme ça ces informations médicales parmi le staff administratif de la CNSS ou d'une compagnie d'assurance. Ça doit aller directement au service médical, directement au médecin qui a en charge de valider ou non une prise en charge médicale. Alors je conclus en disant que la bonne relation entre confrères est le gage de la respectabilité de la profession médicale et de la confiance aussi que font les citoyens dans le corps médical. Et ça permet aussi une meilleure collaboration autour du patient, une meilleure prise en charge du patient. Et ça permet aussi à ce que soit toujours l'intérêt exclusif du patient qui est recherché et pas des intérêts financiers des médecins ou d'autres organismes. Donc, cette bonne relation confraternelle a un intérêt bien sûr pour les professionnels, un intérêt pour les patients et surtout, elle a un intérêt pour la profession médicale tout entière. Je vous remercie de votre attention.